Christine Roguet qui va nous parler des évolutions récentes et des perspectives des démarches de valorisation du bien-être animal dans l'Union européenne. Mon exposé va porter sur les évolutions récentes et les perspectives en matière de démarche de valorisation, en particulier du bien-être animal, mais ça pourrait être d'autres items en Europe. Oui, en effet, tout ce qu'on a vu dans la journée, on l'a évoqué, ça va coûter beaucoup d'argent d'investissement, probablement aussi des surcoûts opérationnels, du travail, du temps, de la paille et une des voies de financement de ces surcoûts est de mettre le consommateur à contribution et pour faire cela, il faut lui donner un certain nombre d'informations. Alors, en guise d'introduction, quelques éléments de contexte, de cadrage. En fait, dans tous les pays européens, en France dans les années 90, en Allemagne dans les années 2000, en Espagne depuis les années 2010, les productions animales ont connu une croissance, une intensification, une concentration qui a fini par rencontrer en fait l'opposition de la société de plus en plus sensibilisée à leurs impacts. Des demandes d'amélioration se sont exprimées, en particulier sur le bien-être animal. Et pour y répondre, trois approches sont toujours déployées. Premièrement, les politiques publiques donnent des orientations à travers des programmes gouvernementaux. Par exemple, la stratégie de bien-être pour la France, une question d'élevage, des nouveaux chemins vers le bien-être animal en Allemagne. Et ces politiques publiques, ces programmes, donnent une vision, une impulsion, une orientation vers ce qui devra être demain en matière de production animale. Mais ce faisant, elles peuvent générer du stress, du découragement des producteurs et de l'incertitude, de la sécurité dans les filières, lorsque seuls les objectifs sont donnés, mais pas les moyens de les atteindre, ni les délais. Deuxième voie, c'est le marché ou le droit mou. L'hypothèse ici est que les consommateurs, par leurs actes d'achat, peuvent orienter et financer les évolutions qu'ils souhaitent. Pour les aider à faire des choix éclairés, des labels, des étiquettes sont conçus, comme Better Leven aux Pays-Bas, für mehr Tierschutz en Allemagne, Bedre Djurevelfare au Danemark ou l'étiquette bien-être animal en France. Ces étiquettes vont conduire à une différenciation des modes de production et à une segmentation des marchés, avec en théorie, au bout, une montée en gamme. Et enfin, troisième voie d'évolution, c'est la réglementation, le droit dur, interdiction des cages, des mutilations, l'élimination des animaux sans valeur économique, etc. Obligation, demain, d'un étiquetage du mode de production. Alors, la réglementation génère en général des besoins d'investissement, des surcoûts, donc une perte de compétitivité, une baisse de production, une augmentation des importations, bien sûr, si des précautions ne sont pas prises. Alors, informer le consommateur pour lui permettre de faire des choix éclairés est un credo politique de longue date à l'échelle européenne. En 2009, la Commission européenne avait publié un rapport sur les solutions possibles pour l'étiquetage en matière de bien-être animal pour améliorer la communication avec les consommateurs sur le sujet. 10 ans plus tard, le Conseil de l'Union européenne invite la Commission à évaluer la nécessité et l'impact d'un cadre réglementaire de l'Union européenne avec des critères sur les systèmes d'étiquetage du bien-être animal en tenant compte de l'expérience nationale, parce que vous allez le voir, en 10 ans, tous les pays ont développé des étiquettes. La stratégie de la ferme à la table, elle prévoit en 2020 d'étudier d'ici 2023 des options pour un étiquetage du bien-être animal, pour une meilleure transmission aussi de la valeur tout au long de la chaîne, ce qui était aussi l'objectif des États généraux de l'alimentation et des plans de filière, que de mieux structurer l'amont et organiser la filière autour d'une segmentation. Plus récemment, le Conseil de l'Union européenne, sous présidence allemande, ce n'est pas anecdotique, a adopté des conclusions sur un label bien-être européen harmonisé d'utilisation volontaire. Et enfin, récemment, le Parlement européen a publié un rapport très complet sur les perspectives d'étiquetage du bien-être animal au niveau de l'Union européenne. Et la Commission a enchaîné avec aussi un rapport très complet sur les étiquettes de bien-être animal existantes. Vous le voyez, ça se rapproche quand même assez fortement. Quelques éléments, alors rien qu'en s'intéressant aux démarches d'étiquetage les plus sérieuses et les plus connues, le Parlement a défini 24 systèmes existants, comme Better Leven aux Pays-Bas, c'est le plus connu, et on voit que tous les pays ont aujourd'hui un système d'étiquetage, de différenciation sur le bien-être animal, pays du nord au sud de l'Union européenne. Cette frise d'apparition des 24 étiquetages étudiés montre deux choses.
Tout d'abord que la France était pionnière, puisqu'on est indiqué comme les premiers avec le label rouge en 1965, donc pionnière sur la démarcation par rapport à ces items. Et la deuxième chose que ça montre, c'est qu'après une période de labellisation uniquement des produits extrêmement mieux-disants, bio, plein air, en fait, on va vers des étiquetages avec des niveaux de plus en plus nombreux pour couvrir toute la gamme de production. Alors, cette multiplication des étiquettes reflète la concurrence féroce qui se joue entre acteurs publics, associatifs et privés. Si on prend le cas de l'Allemagne, historiquement, en 80, un consommateur soucieux du bien-être, de l'environnement, etc., pouvait acheter des produits Neuland qui avaient été créés par 3 ONG, Deutsche Tierschutzbund sur le bien-être, Bund sur l'environnement, ABL sur une agriculture paysanne. Il y avait un seul niveau d'exigence très élevé. En 2013, avec aussi les impulsions politiques dont je viens de vous parler, a été lancé par l'ONG Deutsche Tierschutzbund l'étiquette für mehr Tierschutz pour plus de bien-être animal avec 2 niveaux et son cahier des charges déjà rassemble les critères qu'on voit apparaître dans toutes les étiquettes. Alors, à part le plafonnement de la taille, mais plus de surface, un accès à l'extérieur, des zones de vie, d'activité dans les cases, l'interdiction des pratiques douloureuses, des indicateurs de bien-être animal et puis aussi des items sur le transport et l'abattage. 2015, les filières entrent dans la course pour siffler la fin de la partie. Donc, Denise, par exemple, pour le porc, dit on va lancer une étiquette avec un seul niveau qui étiquettera un standard amélioré, 10% de surface en plus et un peu de paille. Du fait des contraintes pas trop élevées et d'un modèle économique bien ficelé, ça aura rapidement atteint 70% des volailles et un tiers des porcs charcutiers produits en Allemagne. 2019, il en manquait un, les pouvoirs publics, le ministère publie les critères de son étiquetage officiel. Dans le même temps, les distributeurs, devant cette cacophonie, lancent l'étiquetage du mode d'élevage, le Haltungsform, en 4 niveaux. Et comme ça ne suffisait pas, depuis cette année, le ministère a fait passer la loi qui mettra sur le marché en 2023 son étiquetage du mode d'élevage. Alors, globalement, les critères sont partagés entre tous ces cahiers des charges. Je vais vite, mais tous les seuils diffèrent. Donc, autant vous dire que vous ne pouvez pas vous y retrouver. Je passe rapidement sur cette diapo. Ça, c'était les cahiers des charges lancés par le label bien-être officiel du ministère de l'Agriculture. C'est des items que vous connaissez sur les systèmes, sur les cases, sur les pratiques, sur le suivi, etc. En 2019, donc, les distributeurs, en fait, les différences de critères dans les cahiers des charges, de seuil, rendent illisibles totalement ces normes auprès du consommateur. Pour simplifier, les principaux distributeurs allemands ont sifflé la fin de la partie en 2019 en créant donc le Haltungsform qui se retrouve dans tous les distributeurs sous la même forme qui est un agrégateur, comme vous le voyez, des labels préexistants qui tombent chacun dans une case. Le 1, c'est le standard. Le 2, le standard amélioré en bâtiment. Le 3, c'est un accès à l'air libre avec des bâtiments ouverts. Et le 4, c'est le premium, y compris le bio. Au milieu de tout ça, le gouvernement, d'un seul coup, dit oh non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et il persiste et pour imposer son propre étiquetage obligatoire, donc qui a été adopté le 12 octobre dernier, qui ressemblera à ça. L'étiquette a été publiée. L'objectif, c'est comme pour les œufs, de permettre aux consommateurs de faire leurs achats en connaissance de cause et ainsi d'orienter et de financer la transformation de l'élevage. Cette étiquette, d'après ce qui a été publié, après il faut que le processus réglementaire aille jusqu'au bout, sera obligatoire pour la production allemande et volontaire pour les importations. Alors autant vous dire, les syndicats tombent déjà de leur chaise. Ça sera obligatoire dans un premier temps pour la viande fraîche et le porc, et puis ça sera étendu aux autres produits après. Il y aura 5 niveaux parce qu'ils se sont rendus compte que 4, c'était déjà pas assez. Enfin, bon, bref, plus on y va, plus il y a de niveaux. Donc, le bâtiment, c'est les exigences réglementaires. Stahl plus, ça veut dire bâtiment toujours, mais avec 20% de surface en plus. Non, 10%, ce n'était pas possible. Comme l'initiative Tirvol, il fallait mettre plus. Donc, ça sera 20. Et les zones de vie fonctionnelles. Le niveau 3, c'est les bâtiments à front ouvert dont on vous a parlé dans la journée. Le 4, c'est des bâtiments avec courette ou parcours. Et vous voyez que la surface augmente tout le temps. Et ils ont voulu, il y a eu tout un débat, est-ce qu'on met le bio dans le 4 ou pas, machin. Bref, le bio est à part. Et pour l'instant, ce qui tient la corde, c'est que le Haltungsform, l'étiquette des distributeurs, pourra cohabiter avec l'étiquette obligatoire du gouvernement. Et puis, bien sûr, la dernière phrase vous parle d'elle-même.
Alors, pour conclure, j'espère ne pas avoir dépassé mon temps imparti. Et ben, il y aura du temps pour les questions. Et ben, donc, que retenir de mon exposé? Premier point, un enjeu de gouvernance avec une compétition entre les pouvoirs publics qui réglementent et donnent des orientations et les acteurs privés qui font des cahiers des charges, des normes privées. Et la concurrence est extrêmement rude, il ne faut pas être naïf sur ces démarches, ce n'est pas que pour le bien commun, entre pays et entre acteurs publics et privés dans la définition des référentiels. Ces démarches privées se substituent à l'apparition de nouvelles réglementations et ce faisant, elles donnent à des acteurs privés un pouvoir de régulation sans qu'ils soient soumis aux règles démocratiques contrôlant qu'ils servent le bien commun. Deuxième point, le bien-être est un des aspects de la durabilité, comment on va le pondérer par rapport à l'environnement, le sanitaire, le travail, etc. Troisième point, concernant le financement, il a été question dans la journée de cette question-là. Tous les labels, même ceux qui existent depuis 2007 comme Better Leven, les niveaux supérieurs restent des niches. Voilà, ça reste des niches. En Allemagne, il y a des bâtiments ouverts comme on a vu. Ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Ça représente 2% de la production aujourd'hui. Et c'est généralement, évidemment, des contrats sur le long terme. D'autre part, concernant cette montée en gamme vers les niveaux supérieurs, quid à l'avenir par rapport à la baisse du pouvoir d'achat et donc à l'intention renforcée des consommateurs? On voit ce qui se passe avec le bio. C'est valable même pour l'initiative Tirvol en Allemagne avec un marché qui se tend. Et en définitive, en fait, ces démarches de segmentation, de différenciation conduisent à des évolutions d'organisation de filières avec un développement de la contractualisation. 40% des ports en Allemagne sont aujourd'hui sous contrat, voire de l'intégration. Un couplage aussi de ces démarches de différenciation avec l'origine pour valoriser évidemment la production nationale. Et quoi qu'il en soit, en fait, en définitive, tout concourt à produire et à consommer moins mais mieux. La production baisse du fait de l'augmentation des surfaces par animal qui sont imposées, du lien au sol qui peut être imposé, des plans de cessation, et la baisse de la consommation est encouragée par les politiques publiques de végétalisation, d'une part, et puis par le renchérissement du prix des produits animaux. Je vous remercie